Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. À mon avis, tout le monde a besoin d'un passe-temps, les hommes comme les femmes. Tenez, moi, par exemple, c'est la pêche. Évidemment, je ne suis donc pas souvent à la maison, mais comme je le dis toujours à Nora, ma femme, nous nous apprécions beaucoup mieux quand j'ai passé un bon week-end sur l'océan à tirer des barracudas ou des loups de mer. Nora, en revanche, ne fait que bricoler par-ci par-là, un peu de ménage, un peu de jardinage, quelques courses, l'éducation des enfants. Alors, forcément, elle s'ennuie. Mais il lui vient des idées bizarres. Un jour, elle décrète tout d'un coup qu'il nous faut une moquette neuve, ou que sa voiture est bonne pour la casse, ou qu'elle se verrait bien au volant d'une jolie petite mécanique étrangère. Ou alors, elle rêve d'un voyage en Europe, enfin, que sais-je. Si j'y réfléchis bien, tout a commencé un soir où les Evans étaient venus passer la soirée chez nous. Vous connaissez le genre, hein? Tout le monde a un couple comme eux dans son entourage. Ils ont commencé à se disputer sur le seuil de l'église le jour de leur mariage et n'ont jamais cessé depuis. On jouait tranquillement au bridge, quand Sam Evans a coupé l'as de Deborah, sa femme, qui se met aussitôt à pousser des hauts cris. Un mot entraînant l'autre, voilà Deborah qui déclare, sans avoir l'air de plaisanter le moins du monde, « Je donnerais volontiers 2000 $ à celui qui aurait le courage de t'étendre raide mort. » Nora, que le bridge assomme et qui, jusque-là, a gardé les yeux fixés sur le tapis, notre vieux tapis usé, troué, défraîchi, a brusquement levé la tête en disant « Tu le ferais vraiment, Deborah ?»« Tu n'as qu'à essayer, et tu verras, Nora. » a répliqué aussitôt Deborah. Moi, j'avoue que sur le moment, je n'ai pas accordé grande importance à l'incident. J'avais l'intention d'en parler plus tard à ma femme, mais nous étions vendredi et j'avais à préparer mes appâts pour la partie de pêche du samedi, alors j'ai tout bonnement oublié. En me réveillant le lendemain matin, je m'aperçois que Nora est déjà debout. Et en descendant prendre mon café au lait, je constate qu'elle a même déjà empaqueté mon déjeuner. « Oh, merci Nora, tu es un ange !» dis-je. « Oh, ça n'est rien, » répond-elle. « Les Evans m'ont invité à pique-niquer avec eux, alors il fallait de toute façon que je prépare des sandwichs. »« Mais c'est très bien ça, Nora chérie. Donne le bonjour de ma part aux fourmis. » Et c'est ce jour-là que le pauvre Sam Evans a fait le grand saut. Comme on l'a su après, Sam se promenait dans le parc surplombant l'océan quand il a soudain éprouvé le besoin de faire le clown au bord de la falaise. À cet endroit, elle fait 40 mètres de haut, et le pauvre Sam a dû oublier qu'il ne savait pas voler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Deborah n'avait rien d'une veuve éplorée. 2 semaines après, voilà qu'on nous livre une très jolie moquette couleur caramel. « Oh, c'est curieux, Nora, » dis-je. « Nous avons 98 $ d'économie et cette moquette doit en coûter 2000, Tom. Seulement 2000. » Non, peu importe la somme, Nora, chérie. J'imagine que ces 2000 $ ne te sont pas tombés du ciel. Voyons, Tom, je te l'ai déjà dit, ma tante Martha de Saint-Louis est morte l'an dernier en me laissant un peu d'argent. Tu ne te rappelles donc pas? Non, mais ça fait bien plus longtemps que ça, Nora, chérie. Non, c'était l'an dernier, Tom. Tiens,
J'aurais pourtant juré. Je ne finis pas ma phrase, mais je me promets de procéder à quelques petites vérifications. Seulement voilà, on est samedi et un énorme thon est signalé dans notre coin de pêche. Alors évidemment, je n'ai plus repensé à l'affaire. « Ma voiture est encore en panne, Tom », se plaint Nora quelques jours plus tard. « Oh, allons, Nora, chérie, ne t'en fais pas. Dans 23 mois exactement, nous aurons fini de payer les traites de la mienne, et alors là, nous pourrons t'en acheter une neuve. » « Ça me paraît bien long, » soupire Nora. Le soir même, les Markham, qui sont de remarquables joueurs de bridge, viennent passer la soirée chez nous. Ce sont des gens charmants, absolument charmants et d'agréable compagnie. Ils n'ont qu'un seul défaut. La mère de Don Markham, qui vit chez eux, a tendance depuis quelque temps à devenir leur unique sujet de conversation. Ils ne peuvent tout simplement plus la supporter. « Est-ce que vous vous rendez compte ?» dit Sarah Markham. « Nous avons 3 aspirateurs, 2 machines à laver et nous sommes abonnés à plus de 20 magazines différents simplement parce qu'elle adore bavarder avec les démarcheurs. » « Et nous devons parfois attendre des heures pour pouvoir passer un coup de fil parce qu'elle passe tout son temps au téléphone, » dit Don Markham. « Et elle arrache toutes les pâquerettes du jardin, » surenchérit Sarah. Et d'un ton rêveur, elle ajoute « Ah, je donnerais bien 5 000 $ pour en être débarrassé. »« J'annonce, dis-je très fort pour mettre un terme à cette conversation, j'annonce 300 atouts. » Et ce soir-là, je perds 2000 fiches à 1 cent le point. Environ une semaine plus tard, en rentrant un soir de mon travail, je trouve devant la maison une jolie petite voiture de sport. Je me précipite vers Nora. « Elle ne coûte que 5 000 $, dit Nora. « Avec ma vieille voiture et quelques traites mensuelles que je paierai facilement en économisant sur les dépenses du ménage. » « Nora, j'ai à te parler. »« Oui, mon chéri ?» J'essaie alors de lui expliquer ce qu'est un passe-temps. Un passe-temps, ça ne s'invente pas. On n'en choisit un que des tas de gens ont déjà. C'est très bien d'avoir l'esprit inventif, mais enfin, tout de même. Écoute, Nora chérie, dis-je le plus calmement du monde, je vais t'acheter un album avec quelques timbres pour commencer une collection. Je prendrai sur nos économies. Puis je monte dans notre chambre, ferme la porte à clé et décroche le téléphone. « Allô ?» dit la voix de Don Markham à l'autre bout du fil. « Salut Don, comment allez-vous ?»« Bien Tom, très bien. »« Et votre maman ?»« Comment, vous ne savez donc pas ?» Là, je sens le souffle me manquer et mes paumes devenir toutes moites. Non, je ne suis au courant de rien, Don. Elle a été écrasée par une voiture, un accident vraiment stupide. Il a bien raison d'être inquiet, Tom. Mais que va-t-il faire pour freiner sa femme sur cette pente dangereuse? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Tom est un passionné de pêche en mer. C'est son passe-temps favori. Mais Nora, sa femme, s'ennuie alors il l'encourage à se trouver, elle aussi, un passe-temps. Mais il est terrifié en constatant que Nora a choisi un assez particulier et très lucratif passe-temps. Le meurtre. Quelque temps avant la fermeture de la pêche, je passe un week-end en mer avec des amis, dont Alan Grubble. En fait, Alan Grubble n'est pas vraiment un ami. En dehors de la saison de pêche, nous ne nous voyons guère, mais nous nous entendons bien. C'est un avocat à la clientèle haut placée. Tout l'été, je lui ai posé des tas de questions de droit, par exemple, sur la meilleure façon de se défendre quand on est accusé de meurtre, combien coûte un bon avocat, et si une femme a plus de chances de s'en tirer qu'un homme.
« Si vous connaissez un tueur, me dit Alan ce jour-là, j'aurais bien besoin de ses services. » Il a dit ça sur le ton de la conversation la plus anodine, exactement comme il m'aurait demandé l'adresse d'un bon tailleur. Moi, je lui réponds sur le même ton, « Je n'en connais pas vraiment, mais vous savez, on rencontre toutes sortes de gens dans le commerce. » Pourquoi ? « Oh, à cause des questions que vous me posez toujours. Voyez-vous, j'ai un problème avec ma femme. Nous sommes mariés depuis 5 ans et, franchement, je me vois mal la supportant encore longtemps. » Mais pourquoi ne pas divorcer? Oh, voyons, elle a 58 ans de plus. Elle possède 300 000 $, dont je suis l'unique héritier. En supposant, je dis bien en supposant, que je connaisse quelqu'un, je paierai 50 000 $ en espèces. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je surprends Nora en train de raccrocher le téléphone avec une hâte inquiétante. Je remarque aussi qu'elle note quelque chose sur un journal. C'est pas le journal qui excite ma curiosité. Non. C'est le nom qu'elle a griffonné dessus et que je réussis à lire discrètement. Joe Vecchi. En ville, peu de gens ignorent que cet individu est un truand, comme on dit, un gangster, un tueur, un joueur et surtout, un type de la mafia. « Nora, dis-je avec douceur, Nora, un passe-temps est fait pour être pratiqué en amateur. Il ne doit pas rapporter de l'argent, mon chéri. Pour cela, tu as un mari. » Enfin, Tom, tu te fais bien de l'argent en revendant une bonne partie de ce que tu pêches. Alors, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas moi? L'argument est évidemment d'une logique irréfutable. J'essaie néanmoins de mettre en garde ma chère moitié et de lui faire comprendre qu'elle ne pourrait qu'être malheureuse en s'associant avec ces gens-là. Mais elle ne veut rien entendre. « Il nous faut une nouvelle maison, Tom, chéri, » déclare-t-elle. « Et une maison, ça coûte cher. » Je comprends alors qu'il va bien falloir que je la laisse se distraire avec le meurtre Grubble pour l'empêcher de trop frayer avec la racaille. Quand Alan Grubble vient passer la soirée chez nous, pour une partie de bridge avec sa femme, je sens s'évanouir mes derniers scrupules. Madame Grubble se révèle être une sacrée enquiquineuse, doublée d'une poivrotte, avec des yeux rouges, un visage ridé comme une vieille pomme et une silhouette en forme de crayon. Nora joue avec son manque d'enthousiasme habituel, mais étudie sa victime de près. Je constate avec fierté qu'elle a acquis maintenant beaucoup d'assurance. Elle pose juste les questions qu'il faut sur la vieille enquiquineuse et je ne suis pas loin de penser que je devrais peut-être l'encourager davantage dans son nouveau passe-temps. « Nous allons bientôt acheter une nouvelle maison, » annonce-t-elle soudain. Pour faire bonne mesure, j'ajoute quant à moi, et peut-être aussi un bateau de pêche. « Non, » dit fermement Nora quelques jours plus tard. « Non quoi, ma chérie? Je ne veux pas sortir avec les Grubble ce soir. Je préfère regarder la télévision. » Comme j'ai tout préparé avec le plus grand soin, je suis très déçu. Il y a un tisonnier sur le siège arrière de la voiture et dans la boîte à gants, une bouteille de whisky avec du poison et mon couteau pointu qui me sert à dépecer le poisson. Alan est sorti se forger un alibi. La veille, nous sommes allés au cinéma et ce soir, nous y retournons, mais juste le temps d'entrer et de sortir de la salle. Nous pourrons ainsi affirmer, sans mentir, avoir vu le film. « Voyons, ma chérie, dis-je gaiement, rappelle-toi les 50 000 $. Nora me regarde en hochant la tête. « Enfin, Tom, quand auras-tu fini de parler d'argent et de meurtre? Vraiment,
Je suis surprise que tu puisses envisager de te tuer. Tu sais, tu devrais aller voir un psychiatre. » Voilà qui est caractéristique chez les tueurs. Ils pensent que ce sont les autres qui sont anormaux. Quand nous aurons la maison et le bateau, il faudra que Nora entre en maison de repos. Non, c'est vrai, tous ces meurtres vont finir par faire naître chez elle un sentiment de culpabilité. Avec ce que je gagnerai la saison prochaine, avec mon bateau à moi, je pourrais lui faire passer 2 ans dans une gentille clinique privée. Et même si elle doit rester enfermée le restant de ses jours, la pauvre, je lui rendrai visite tous les dimanches. Oui, enfin, en dehors de la saison de pêche. Et je lui apporterai des petites gâteries. Comme elle ne veut pas changer d'avis, j'aiguise son appétit en mettant l'accent sur la facilité de l'entreprise. Quand on a un dada, voyez-vous, on ne résiste jamais longtemps à la tentation. C'est comme quand quelqu'un se met à côté de moi en criant « Là-bas, un barracuda, là-bas !» Je lui promets de la retrouver à High Point, dans les collines de Palos Verdes. C'est un joli coin, pas très fréquenté, surplombant l'océan, et Nora pourrait s'y livrer tranquillement à ses activités favorites, pendant que moi je ferais le guet. « Alors c'est d'accord, dis-je, tu me rejoins à High Point à minuit. » Elle se contente de soupirer et d'agiter la main d'un air résigné. Alice Grubble me donne plus de mal que je ne l'aurais pensé. Quand j'arrive chez elle, en me servant d'une échelle, elle croit que je suis amoureux d'elle et elle se jette dans mes bras et me raconte combien sa vie avec Alan est odieuse. Mais je n'ai pas trop de mal à l'emmener dans un bar, puis à la convaincre de venir avec moi jusqu'à Hyde Point. Le coin est idéal vraiment pour commettre un meurtre, mais vu le nombre de voitures garées là, c'est aussi un lieu très recherché par les amoureux. Décidément, les choses se gâtent, et ça n'est qu'un début. Alice Grubble refuse de boire le whisky additionné d'arsenic que j'ai emporté. Elle veut seulement que je lui prouve combien je l'aime. Alors je décide de passer à l'action sans attendre Nora. Je sors mon couteau, mais Alice me l'arrache des mains avec une rapidité surprenante, bondit hors de la voiture et le plante dans la terre en s'exclamant qu'elle était très forte à ce jeu-là quand elle était petite. Je la rejoins et me mets moi aussi à lancer le couteau en attendant d'avoir le courage de m'en servir pour de bon. Et voilà que surgit un agent de police qui veut à tout prix jouer avec nous. Bientôt, une demi-douzaine de types sortent de l'ombre pour regarder ou s'essayer au jeu. L'un allume un feu, un autre apporte une guitare et se met à chanter. Et Nora qui n'arrive toujours pas. Nous sommes de plus en plus nombreux autour du feu de camp à chanter, à rire et à danser. J'en profite pour m'esquiver un peu et aller guetter Nora. Et soudain, j'entends mes compagnons d'un soir pousser un grand cri de joie. Mais je ne comprends la raison de cette allégresse qu'en retournant près d'eux. L'agent de police vient vers moi en brandissant ma bouteille de whisky et en s'excusant d'avoir pris la liberté de fouiller dans ma voiture. « Les amis !» déclame-t-il avec de grands gestes. « Nous allons tous boire encore un coup à notre amitié. En principe, je ne bois pas pendant le service, mais je vais vous tenir compagnie parce que c'est vraiment une soirée patente. » Là-dessus, il lève la bouteille et avale une bonne gorgée. C'est à ce moment-là que je me rappelle, et avec horreur, avoir versé de l'arsenic dans l'alcool. Je me mets à crier en agitant les bras dans tous les sens. « Combien d'entre vous ont bu à cette bouteille ?»« Mais tout le monde, bien sûr !» s'exclame Alice en embrassant d'un geste les 8 personnes attroupées autour du feu. Elle arrache la bouteille des mains de l'agent et me la tend. « Tenez, Tom, vous méritez bien la dernière gorgée. Après tout, ce whisky est à vous. »« Je la mérite, oui, » dis-je horrifié par l'idée d'avoir fait 8 victimes, dont 7 innocentes. Alors, je vide le reste de la bouteille et me mets à pleurer comme un bébé.
Nora, assise à mon chevet, me tient tendrement la main. Oh, mon pauvre Tom, il s'en est fallu d'un cheveu que tu y restes. Presque tout le poison s'était déposé au fond de la bouteille. Le poison? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Nora, combien d'entre eux ont-ils pu être sauvés? Mais tous, Tom, chéri. Ce poison avait plus de 20 ans. Il n'était plus très puissant. Il les a juste rendus malades et on te poursuivra simplement pour tentative de meurtre collectif. Alan Grubble assure que tu en auras probablement pour 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Mais c'est ta faute, Nora. Tu m'as laissé tomber. C'est toi la spécialiste du meurtre, voyons. Nora secoue la tête tristement. Mais non, Tom, chéri, je ne connais rien au meurtre, moi. Mon passe-temps, c'est de jouer aux courses. Mais, Sam Evans... C'est ce soir-là que j'ai eu l'idée de jouer aux courses. Mais pour Sam Evans, c'était vraiment un accident. Il faisait le zouave pour impressionner une demoiselle et il est tombé. Deborah et moi étions à plus de 10 mètres de lui et il y avait une foule de témoins. Oh, et la mère de Don Markham. Un accident aussi, Tom. Ce jour-là, souviens-toi, tu avais ta voiture et la mienne était en panne. Non, moi je joue aux courses et je m'y connais bien aux chevaux maintenant, tu sais. J'ai eu peur que tu découvres tout le soir où tu m'as surprise avec ma feuille de Paris et le nom de ce joueur, Vecchi, écrit dessus. Je me dis que, décidément, la vie est pleine de coïncidences. Nora prend dans son sac l'album de timbres que je lui ai offert et me le tend. Prends-le, Tom, chéri. En prison, tu n'auras pas l'occasion de pêcher, tu sais, et en 5 ans, tu pourras te constituer une belle collection. C'est toi-même qui l'as dit. Tout le monde doit avoir un passe-temps. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.